Il y a 10 ans, en 2010, Steve Jobs a appelé Nick Bilton, un journaliste à l'époque du New York Times, au sujet d'un article sur l'iPad. Et pendant la conversation, Nick dit à Steve Jobs « Vos enfants doivent adorer l'iPad ». Ce à quoi Steve répond « Ils l'ont jamais essayé. À la maison, on limite l'usage de la technologie par nos enfants. » Steve Jobs, quoi. Le mec qui nous a présenté tous ces outils comme des outils révolutionnaires. On s'attend à voir sa maison hyper connectée, les enfants qui communiquent en emoji, et on est loin du compte. Et le pire, c'est que le cas de Steve Jobs n'est pas un cas isolé. Chris Anderson, l'ancien rédacteur en chef de Wired, magazine axé nouvelles technologies, assez réputé, et aujourd'hui dirigeant d'une entreprise de drones, a fait des déclarations similaires. Nos enfants nous accusent, moi et ma femme, d'être des fascistes et d'être trop occupés par la tech. Aucun de leurs amis n'a les mêmes règles que nous. Et des cas comme ça, il y en a plein. Melinda et Bill Gates n'ont pas laissé leurs enfants avoir des téléphones portables jusqu'à leurs 14 ans. Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat, ne laisse qu'1 heure et demie de téléphone à ses enfants par semaine. Sundar Pichai, le CEO de Google, a interdit à son fils de 11 ans d'avoir un téléphone portable et il a restreint l'usage de la télévision. C'est quand même bizarre, non ? Que ces gens qui sont au cœur de la matrice quelque part prennent de telles décisions dans leur vie personnelle par rapport à l'usage des technologies. La première raison qui nous viendra à l'esprit, c'est parce qu'ils se rendent compte d'à quel point ça peut être dangereux. Et c'est ce que confirme Chris Anderson. Nous avons vu les dangers de la technologie en personne, je ne veux pas voir ça arriver à mes enfants. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est si dangereux que ça ? Et est-ce que parce que les élites de la Silicon Valley le font, on devrait le faire aussi ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que je vous ai promis dans la dernière vidéo, c'est une vidéo sur l'impact du smartphone sur les générations à venir et les générations qui sont même déjà là. C'est une vidéo qui m'a été grandement inspirée par un article de The Atlantic qui est sorti en 2017 et que j'ai lu il y a quelques années et qui m'a profondément marqué. Tous les liens, toutes les ressources, etc. seront en description, évidemment. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, hein, c'est gratuit. Alors, est-ce que l'usage du smartphone, et même l'usage des technologies au sens large, est aussi mauvais que semblent dire les élites de la Silicon Valley ? Pour ça, il nous faut des études assez larges, idéalement des études générationnelles, pour voir si l'usage des technologies change notre comportement d'une génération à l'autre. Jan Twenge est une prof de psychologie à l'université de San Diego. Elle étudie les générations depuis 25 ans et elle a agrégé et analysé ses études dans un livre qui s'appelle iGen, qui a vraiment un titre de merde. Ah, vraiment, genre ça pue le livre écrit par un boomer. Mais heureusement, nous n'allons pas juger un livre à sa couverture. Tout ce dont je vais vous parler là vient globalement de 4 études qui sont faites chaque année aux États-Unis dans des classes de lycée et qui comptent du coup plusieurs millions de participants. C'est des études annuelles qui remontent à 1991, 1976 et même 1966. Je vous les mets en description, mais je voulais juste vous expliquer comment on avait ce genre de données. Évidemment, c'est des données sur la population américaine, donc ça donne un regard sur la population américaine. Mais je suis pas sûr que ce soit très différent chez nous. Pour elle, la différence entre les générations précédentes, c'est des différences de l'ordre du point de vue, de la vision du monde. Alors que là, il y a un vrai point de rupture, parce qu'il y a une différence dans notre manière de passer du temps. Je me souviens que quand on était jeune, on a aussi grandi avec Internet, avec MSN, les Wiz, etc. Mais déjà, il y a une grosse partie de notre enfance où on n'a pas connu Internet, et en plus, c'était pas du tout aussi accessible. C'est-à-dire que quand on allait sur Internet, c'était sur l'ordi de la maison, l'ordi familial, il y en avait un seul, on avait chacun notre session dessus. The only computer that comes with everything you need. One great low price, just $9.99 or $1 a day. That's right, just $1 a day gets you everything you see on your television set right now. C'est très différent que d'avoir son téléphone personnel à la portée de ses doigts et avec lequel on peut se coucher et se lever. Alors comment ça se traduit concrètement ? Pour elle, la génération qu'on va appeler génération X, donc qui est née entre 65 et 79, a essayé d'allonger l'adolescence en la faisant commencer plus tôt et en la faisant terminer plus tard. D'où ce mot horrible que vous avez peut-être déjà entendu, d'adolescent, à ranger à côté d'attachante, célibatante ou célibataire, ou même délicieuse, des mots à battre à coups de dictionnaire jusqu'à ce qu'ils agonisent pour les jeter dans une fosse commune qui ne saurait porter de nom. Contrairement à la génération X, ma génération, et celle de la plupart d'entre vous, ainsi que la suivante, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1995 et 2012, ces générations-là, elles ont essayé plutôt de retarder le début de l'adolescence. Les gens de 18 ans agissent en gros comme agissaient les gens de 15 ans. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'espace commentaire, mais il est possible que vous ne vous sentiez pas du tout concerné par ça. C'est ok, on parle d'un truc générationnel, donc mettez votre ego de côté et continuons ensemble cette vidéo. Alors pour Twenge, cette contraction n'est pas due qu'au téléphone. C'est aussi dû au fait qu'aujourd'hui, on valorise les grandes études plutôt que de travailler tôt. Du coup, peut-être que les parents incitent leurs enfants à rester étudier à la maison
plutôt que de choper un taf à mi-temps. Et en plus de ça, vu que la vie sociale, ça se passe là-dessus, ça arrange tout le monde. Cette contraction de l'adolescence, on la constate surtout par un manque d'indépendance. À l'époque, les jeunes, ils voulaient sortir de chez eux pour boire, fumer, faire l'amour à l'arrière de la Twingo. Il y avait une vraie soif de liberté et d'émancipation. Aujourd'hui, les jeunes sortent moins et ont moins cette envie d'indépendance. Par exemple, on a une vraie chute dans les sorties entre amis pour les quatrièmes, les secondes et les terminales, et on a une vraie chute dans l'obtention du permis de conduire pour les terminales. C'est pareil aussi côté date et sexe. Et d'ailleurs, le teen birth rate, le taux de naissance des femmes de 15 à 19 ans, n'a jamais été aussi bas aux États-Unis depuis le pic le plus récent en 1991. Et enfin, cette plus grande dépendance a aussi un facteur économique, car l'indépendance, ça a un coût, et on l'a vu, on n'incite pas forcément les jeunes à aller travailler. Twench nous dit qu'aujourd'hui, le terrain de foot, le square, le parc se font remplacer par des espaces virtuels, à travers des applications, des sites ou même des gens en ligne, comme le montre cet article sur Fortnite, où l'auteur explique qu'en fait, quand on joue à Fortnite, c'est pas forcément pour le jeu en tant que tel, mais c'est aussi pour se retrouver dans un endroit avec ses potes. Et on pourrait se dire que si les nouvelles générations passent autant de temps sur ces espaces virtuels, c'est parce qu'ils y sont plus heureux. Malheureusement, c'est faux. Il y a une étude dont je vous passe les détails, je vous la mets en description, qui fait ce lien entre le temps passé sur l'écran et l'absence de bonheur. Alors souvent, ces études-là sont pas mal critiquées dans leurs analyses, parce que on ne prouve pas vraiment un lien de causalité, mais plus une corrélation. On ne dit pas que le temps d'écran rend triste, on dit que les gens qui passent beaucoup de temps sur leurs écrans sont tristes. Et c'est très différent. Néanmoins, il y a une étude qui fait ce lien, alors pas forcément sur le temps d'écran, mais plus sur les réseaux sociaux, ce qui à mon avis est vraiment la clé du problème. Parce que quand on dit qu'on a un problème avec ça, je pense que le vrai souci, c'est les réseaux sociaux. Donc on a demandé à des étudiants qui ont Facebook de répondre à de courts sondages sur leur téléphone sur 2 semaines. En gros, on leur envoyait 5 fois par jour un lien par SMS et ils devaient rapporter leur humeur et combien de temps ils ont passé sur Facebook. Alors le résultat, c'est que le plus ils avaient utilisé Facebook, le plus ils avaient été malheureux, mais, et c'est là que c'est intéressant, être malheureux n'a pas conduit à un plus grand usage de Facebook. Ce qui laisse à penser qu'il y a un lien de causalité entre le fait d'utiliser Facebook et le fait d'être malheureux, et qu'en plus de ça d'ailleurs, ils n'ont pas cherché à de nouveau être heureux en allant sur Facebook. Un autre effet que ça entraîne, à un niveau générationnel encore une fois, donc ça ne concerne pas tout le monde, c'est le sentiment de solitude. Sentiment de solitude qui est amplifié d'ailleurs, puisque les rencontres ou les soirées sont documentées sur les réseaux sociaux, genre Instagram, Snapchat, etc. Et donc ceux qui n'y sont pas, qui ne sont pas invités ou qui n'ont pas pu y être, se sentent encore plus seuls. Et élément très intéressant, depuis 2007, le taux d'homicide chez les jeunes a baissé, alors que celui de suicide a monté. Pour Twenge, vu que les jeunes ont commencé à passer moins de temps ensemble, ils sont moins enclins à tuer l'autre, mais plus enclins à se tuer soi. En 2011, pour la première fois en 24 ans, le taux de suicide chez les jeunes est passé au-dessus du taux d'homicide. Alors tous ces éléments qu'on a vus dans toutes ces études, depuis que je parle des études générationnelles dans cette vidéo, ils sont contestables. Par exemple, le teen birth rate, il peut largement, donc cette chute du taux de naissance chez les femmes de 15 à 19 ans, il peut largement s'expliquer par tout ce qui est moyens de contraception par exemple. L'accessibilité à ces moyens-là. Une génération, elle est soumise à plein de facteurs. Des facteurs économiques, des facteurs sociologiques, plein de choses différentes qui sont très difficiles à analyser. Et je pense que ce serait une erreur de tout mettre sur le compte du smartphone. Et au-delà de ça, c'est très très difficile de faire des études sur le smartphone, le temps passé dessus, et notre niveau de bonheur. Déjà parce que ça ne veut rien dire en fait, le temps passé sur le téléphone, on peut faire tellement de choses différentes sur son téléphone, mais même pour les réseaux sociaux, même si on réduit ça juste aux réseaux sociaux, il y a tellement de manières différentes de les utiliser que c'est très délicat de faire des études qui prouvent quelque chose là-dedans. Il y a notamment une étude intéressante qui parle de ce point, qui s'appelle The Association Between Adolescent Wellbeing and Digital Technology Use, et qui a été publiée dans Nature. Ils ont pris des études faites sur le bien-être digital, ils ont regardé toutes les manières possibles d'analyser les chiffres, et ils ont montré les résultats différents que ça pourrait donner, ce qu'on appelle en gros une Specification Curve Analysis, et ils en concluent que l'effet du smartphone est assez réduit finalement. Ils le comparent même à porter des lunettes par exemple, ou bien aux patates, genre les pommes de terre quoi. Potatoes. Donc c'est très difficile de savoir et d'avoir de réelles preuves. Donc est-ce que le smartphone a détruit une génération, ce qui est le titre de base de l'article de The Atlantic? Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Mais par contre, vous avez vu, je vous ai montré toutes ces courbes sur les études générationnelles, ce qu'on peut remarquer, c'est que les changements sont abrupts. Et il me paraît évident qu'un objet qu'on utilise plusieurs heures par jour, tous les jours,
surtout à un âge assez jeune, a un gros impact sur nos vies, même si j'en ai pas réellement la preuve. Alors, bannir le téléphone ne me semble pas être une solution non plus. J'ai toujours été, et je resterai, je pense, un enthousiaste de la technologie. On vit dans une ère incroyable. Mais par contre, c'est sûr que vis-à-vis du temps passé sur les écrans, et notamment pour les plus jeunes, je pense qu'il faut appliquer une sorte de principe de précaution. Pendant longtemps, j'ai défendu l'usage du smartphone en disant que c'était ok, que ça donnait plein d'autres compétences, que c'était pas moins pire que plein d'activités que les jeunes faisaient avant. C'est en partie vrai, et c'est en partie faux. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte avec du recul que je crois que je voulais juste sonner progressiste, et je voulais pas faire réac, quoi. Mais sauf que si cette attitude, elle entraîne une banalisation de l'usage du smartphone chez les plus jeunes, bah c'est pas un progrès, c'est plus un danger, quoi. Du coup voilà, avec tous les doutes qu'il y a à mettre, toutes les nuances qu'il y a à poser, ça me paraissait quand même important de vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous saurez en tirer le maximum. C'est une vidéo un peu chelou parce que je vous présente tout un truc, et après pour vous dire, mais bon, en fait on n'en sait pas grand chose. Bon, c'est un peu chelou, mais c'est un état de fait. Bon, après, ça n'enlève pas le fait que les élites de la Silicon Valley limitent énormément l'usage du smartphone chez eux. Et ça n'enlève pas aussi non plus le fait que adolescent est un mot horrible, vraiment. Et que hygiene est un titre de bouquin innommable. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Je suis actuellement là tout de suite sur twitch.tv/SiriusNorth pour qu'on parle de tout ça, qu'on échange là-dessus. Je pense qu'on va échanger sur les premières heures, on va parler de ça. Et après, on va sûrement jouer à des trucs. Vous me l'avez demandé aussi, j'ai tourné un What's in my phone qui arrive très bientôt. Ça va être sûrement la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Love, peace. Ciao.